Voix la visite de délégataires du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et nous avons la chance de pouvoir les rencontrer et les accueillir parmi nous. Je vais leur donner la parole. Messieurs, à vous. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du bureau et Mesdames et Messieurs les membres du... Je ne sais pas si vous m'entendez. D'accord. Mesdames et Messieurs et toute autre personnalité ici présente qu'on aurait oublié, bonjour. Donc c'est avec beaucoup d'honneur et de joie que je me présente à vous avec mon confrère Juanito Wamitan et moi Edi Falaeo. Donc ils sont effectivement membres des cabinets du Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui sont venus en mission. Je commencerai, Présidente, par dire et excuser l'absence de mes élus qui auraient voulu être présents, comme le président Roch Wamitan, le chef de groupe du groupe Union calédonienne Pierre-Chanel Tutugoro et le président de la commission permanente Milakoulo Tukumuli. Mais nous partons demain soir, donc vous savez comment c'est, vers la fin, les rendez-vous commencent à soit se prolonger, se démultiplier. Donc c'est nous qui sommes à la charge et avons l'honneur de venir du coup vous présenter, mais je vous présente quand même leurs excuses parce qu'ils auraient vraiment voulu être là, présents aujourd'hui. Bien que nous ayons rencontré déjà, ils ont rencontré Présidente avec les membres du bureau en début de semaine. Alors aujourd'hui, nous sommes venus donc vous parler de l'objet de la mission de cette semaine du président Roch Wamitan du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, ça ne sera, en termes de liminaire, je ne serai pas très long. Je laisserai la parole à Juanito, avec qui on va co-présenter ce que nous sommes venus échanger et partager avec l'Assemblée de la Polynésie française, notamment, mais évidemment tout interlocuteur qui serait intéressé et qui serait important dans cette démarche, notamment le CESEC que vous représentez. C'est une démarche en fait qui se base sur un partenariat qui est déjà existant, mais nous allons vous expliquer la démarche qui consiste à passer un cap, passer à un autre niveau. Donc sans plus tarder, je passe la parole à Juanito Wamitan pour commencer la présentation. Merci. Merci Edi. Bonjour à tous. Merci de vous rendre disponible pour qu'on puisse avoir l'opportunité de vous présenter le projet que nos élus souhaitent soumettre à l'Assemblée territoriale de Polynésie. Alors peut-être pour compléter un petit peu le liminaire d'Edi, le président Roch Wamitan, le président du Congrès, qui a été élu pour la première fois en 2011 au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, l'équivalent de votre Assemblée territoriale, a souhaité, dans une logique de coopération interparlementaire, de conventionner avec des parlements de la région, tels que le Vanuatu, Solomon Island, des parlementaires australiens, le Parlement d'Australie. Également, il a signé des MOU, des conventions de partenariat avec le Sénat en métropole, avec l'Assemblée nationale, avec lesquels on partage notamment les questions de formation. On envoie régulièrement du personnel du Congrès en formation dans ces assemblées. Donc, c'est une démarche qu'il a... Oui. Ah. Là, c'est mieux. Non, pas trop. Sinon, je vais prendre le portable. Le HF, non. Ouais, j'ai une voix qui porte pas trop. C'est mieux là. Elle m'a pas dit qu'elle avait un HF, non? Ici, là, t'as côté. Non? Là, t'as côté. Celui-là. Ah. C'est. Désolé, ma voix, elle porte pas trop. Voilà, tu parles plus fort. Donc, je disais que le président Wamitan avait engagé, depuis qu'il a été élu en 2011, une série de conventions avec plusieurs autres parlements de la région et aussi d'Europe afin de partager des relations, notamment en termes de formation, de la compréhension du fonctionnement des institutions, pour pouvoir permettre au Congrès de continuer à grandir.
dans une logique, parce que la Nouvelle-Calédonie, on est dans une logique, depuis l'accord de Nouméa de 98, de progressive émancipation vers une souveraineté. C'est ça la démarche de l'accord de Nouméa. Alors, le président Ouamitan a signé depuis 2011 plusieurs conventions, et notamment avec la Polynésie française. Alors, en termes de liminaire, Eddy a cadré. Nous, aujourd'hui, on est venu en mission pour présenter à l'Assemblée territoriale, comme je l'ai dit tout à l'heure, un projet, celui de la création d'une organisation francophone de l'Océanie, OFO. Si vous voulez, l'idée c'est... Nous avons avec vous, la Polynésie, avec Wallis et Futuna, des caractéristiques similaires. Nous sommes en océan Pacifique, nous avons une certaine insularité, nous avons des îles, des atolls, nous avons des statuts différents des départements d'outre-mer, tels que la Guyane, Martinique. Nous avons à Wallis et Futuna, par exemple, un statut particulier, non pas d'exécutif, c'est le haut-commissaire qui assure l'exécutif. Nous avons ici un statut de large autonomie depuis les différentes modifications de votre loi organique. Nous avons au niveau de la Nouvelle-Calédonie un statut un peu plus particulier, comme on dit les juristes, un statut sui generis, avec, un séquençage via l'accord de Nouméa d'une série de consultations référendaires sur la question de la souveraineté. Donc le statut de la Calédonie, vous savez, peut-être que vous suivez un petit peu, nous avons eu 3 consultations référendaires, dont 2 ont été légitimées par tout le monde, et une qui est contestée par le FLNKS, les indépendantistes de la Nouvelle-Calédonie. Ah ben voilà, ça fonctionne mieux. Alors c'est dans cette optique ayant des spécificités, chacun de notre côté, mais étant posé sur cet grand océan qui est celui du Pacifique, et ayant le lien, notamment, voilà, aujourd'hui je vous parle en français et pas en langue, c'est la langue véhiculaire chez nous, peut-être ici vous êtes un peu plus avancé, comme à Wallis, c'est qu'on est français. Donc l'idée c'est que l'Organisation francophone de l'Océanie, on va vous décliner ce que c'est. Nous avons différentes problématiques chez nous, notamment en termes du quotidien. Nous avons, comme vous voyez sur la slide, des problématiques de vie chère. Voilà. On a fait, Eddy et moi, c'est la première fois qu'on vient en Polynésie. Et bon, on constate que on est un peu identique. On a les mêmes difficultés, les mêmes prix. Donc la vie en Polynésie n'est pas moins chère qu'en Calédonie. Donc on a ces problématiques de vie chère, on a des problématiques en matière de fiscalité. Nous, on a un impôt sur le revenu des personnes physiques, ce qu'on appelle l'IRPP, que vous n'avez pas a priori en Polynésie. Voilà, on a des difficultés de logement. Chez nous, on a beaucoup de logements, pas assez de demandes. Chez vous, vous avez beaucoup de demandes, pas assez de logements. Voilà, donc on a des difficultés aussi en termes de protection sociale. Notre régime unifié d'assurance maladie, le RUAM, équivaut à votre CPS ici, est en grande difficulté. Ah, on pensait que c'était mieux, non? On n'est pas loin, si c'est pas pire. Donc on a des difficultés en matière de santé, notamment dans le recrutement des médecins. On a mis en place des formations pour nos jeunes qui partent, mais une fois qu'ils rencontrent des franies, c'est difficile de revenir au pays. Donc on a toutes ces difficultés-là. On a des difficultés aussi en matière de développement, voilà, notamment sur la question de l'insularité, les transports, sur les réseaux de communication. On a des difficultés, peut-être que vous êtes un peu plus avancés que nous en matière de tourisme, parce que c'est un des piliers de votre économie. Nous, on a jeté ça un peu sur le côté pour favoriser le nickel. C'est un peu, on va dire, voilà, le problème calédonien. On a des soucis en matière d'emploi, voilà, de chômage, etc. Donc sur la question du développement, on a des problématiques communes, identiques sur la question aussi de la préservation. On a une zone économique exclusive telle que la vôtre, hein, qui est un peu plus grande. On a des risques que l'on considère extérieurs, c'est-à-dire les tensions des grandes puissances de la région, États-Unis, Chine, l'axe Indo-Pacifique, qui peuvent avoir des impacts non négligeables sur nos territoires.
Donc c'est quand même des risques que l'on considère qui sont extérieurs, mais qui peuvent avoir un impact fort sur nos territoires, nos populations, etc. On a des difficultés, notamment en termes de changement climatique. On a un peu fait la petite tournée de votre île. On a vu que les berges sont renforcées dans certains endroits. Les coûts ne sont pas évidents. Hein. Quand on entend parler de 1 milliard pour quelques centaines de mètres, c'est quand même un coût qui n'est pas négligeable. Donc on a ces difficultés d'érosion du littoral. On a des difficultés aussi en matière de souveraineté alimentaire. En Calédonie, on importe 85% de nos fruits et légumes, ce qui n'est pas négligeable. On a une forte dépendance de l'Europe. Hein. On consomme du Casino, du Carrefour, du Leader Price, etc. etc. Peut-être que l'avantage qu'on a, nous, c'est qu'on a de la surface, ce qui n'est pas forcément votre cas, mais nous, on a des difficultés d'utiliser ces surfaces à bon escient. Voilà. On a des difficultés. Donc on a aussi des difficultés, des problématiques communes sur la question de la législation, sur le volet institutionnel. On a une large autonomie, donc on a une marge de manœuvre sur certains de nos codes. On a nos statuts propres, etc. Sur l'accessibilité à la règle du droit aussi, chacun a sa propre spécificité. Et sur les compétences régaliennes. Donc je poursuis. Pour finir sur cette slide, donc Janito, je pense que vous avez compris le principe, c'est des choses que vous savez. Hein, pour beaucoup d'entre vous, vous les avez vécues, etc. À quel point, en tant que cousin, frère, territoire français, dans la zone Pacifique, nous avons tous ces points en commun, déclinés de manière spécifique, chacun chez nous. Sur la législation, avant que je passe à la suite, simplement ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes en train d'écrire, comme vous le savez, si vous suivez un tout petit peu, il y a dans la recherche d'un accord politique pour ensuite avoir une nouvelle loi organique et donc un nouveau cadre institutionnel. Autrement dit, c'est pour ça que le président Roch-Comitan et les élus ont rencontré le bureau au moins, et auraient voulu être là aujourd'hui aussi pour le projet, mais parce que la redéfinition de nos institutions est en cours de réflexion. Notamment, nous avons l'équivalent de vous, mais c'est le CESE, sans le dernier C, c'est-à-dire sans la culture. Et dans notre CESE, donc, voilà, nous avons donc beaucoup à apprendre de la façon dont vous êtes constitué et vice-versa. Par exemple, nous, notre CESE, ce qui est difficile, c'est que les nominations sont faites par, vous savez, nous sommes en 3 provinces, province sud, nord et île, et donc ce sont des nominations qui se font par les provinces, autrement dit institutionnelles. Mais qui dit institutionnel dit par la majorité, qui dit par la majorité dit que c'est politique. Voilà, donc je vous laisse imaginer si vous étiez désigné de cette manière-là. Vous voyez où est-ce que ça peut amener comme limite en termes de débat et aussi de décision et d'avis que vous formulez. Voilà, donc au niveau législation, moi c'est ce volet-là que je vois que nous avons des points communs et différents sur lesquels nous pouvons réfléchir, puisque vous êtes un organe qui donnait un avis sur des textes législatifs. Donc tous ces points communs, si on veut, ce sont des problématiques, pour ne pas dire des problèmes. Le projet qu'on est venu emmener, le Roch-Comitan avec les élus, ce sont nos points communs, nos problèmes. Eh bien, si nous faisions désormais de nos solutions nos points communs. C'est l'idée. Alors, ça ne vient pas de maintenant, parce que vous voyez que nous sommes très très jeunes, hein, nous venons de commencer, mais c'est le président Roch-Comitan qui est beaucoup moins jeune. Il faudra couper ça au montage. En 2013, il avait déjà entamé des démarches, avec les 2 collectivités que vous représentez, Wallis et Futuna. Il avait déjà signé une convention de partenariat avec Wallis et Futuna en octobre 2013. Il était président du Congrès, qui était là pour renforcer les liens de coopération. Puis ensuite, en décembre, le président Roch fait la même démarche ici. À l'époque, c'était le président Edouard Fritsch, donc ils signent ensemble cette convention. Donc, il fait en vis-à-vis, comme ça, avec les 2 frères du Pacifique, les conventions de partenariat. Ensuite, c'est en 2016 que quelqu'un reprend l'esprit, c'est le président de l'époque, qui est originaire d'ici, hein, M. Thierry Santa. Et si vous vous souvenez, vous avez dû peut-être vivre ce moment-là, il est venu et il a signé avec M. Tuihani donc, et M. Koulimaotoke pour l'Assemblée territoriale, la fameuse tripartite. Après avoir fait les vis-à-vis, l'idée c'est de se dire peut-être que finalement, vu qu'on se ressemble à ce point,
par rapport aux autres outre-mer, par rapport même au reste du monde, peut-être il serait opportun de se mettre à 3. Alors, comme d'habitude, et puisque la question nous a été posée, c'est quelles ont été les réalisations de ces conventions. Eh bien, tout simplement, quelques échanges de visites, protocolaires, mais également des visites et des échanges entre les services. Le secrétaire général de l'époque, de ces époques-là, de la Polynésie française, de l'Assemblée, était venu chez nous au Congrès, apprendre le fonctionnement du Congrès, était revenu faire un retour ici, par exemple. Puis un jour, les secrétariats généraux des 3 assemblées se sont réunis, je ne sais plus si c'était à Wallis ou ici, pour discuter et échanger sur certaines choses. Mais en gros, ça s'est arrêté là. Et c'est un classique. C'est-à-dire, on signe des partenariats et puis à la réalisation, finalement, ce n'est pas aussi grand et aussi beau que l'on l'espérait. Alors, là, ce n'est pas la faute à qui, à quoi, c'est tout simplement pour nous, et c'est ce que nous sommes venus vous présenter. Pourquoi on en arrive là ? Ce n'est pas un manque de volonté, je crois, de la part de chacun, puisque chacun doit déjà gouverner de son côté. C'est tout simplement pour nous qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de personnes qui sont dédiées à suivre ce qui se passe dans le contenu et ensuite à essayer de réaliser les choses. Et pas essayer, c'est de les réaliser, quoi. Donc, ce que nous sommes venus présenter à l'Assemblée de la Polynésie française, c'est tout simplement que nous proposons un avenant à la convention de Thierry Santa et de Touyani et de M. Koulimutoke, qui instaure un comité de suivi du partenariat tripartite. Et ce comité de suivi donc, serait composé à discussion de membres des différentes assemblées. Ça, c'est à discuter le format. Hein. Mais il aurait pour objet principal de créer, parce que le comité de suivi n'est que l'antichambre de quelque chose de beaucoup plus grand, selon nous, c'est l'organisation qui regrouperait les 3 collectivités. Cette organisation, nous avons donné un nom, mais c'est sujet à discussion, tout comme le format et tout le reste. Mais nous avons pris le nom Organisation francophone de l'Océanie. Vous comprenez pourquoi, hein, d'accord? Donc l'Océanie, Moananu Yahiva, c'est là où nous sommes. Francophone, c'est la langue, Johnito a dit, qui nous permet nous d'échanger, même si moi, le Tahiti, je commence à maîtriser, à force d'entendre à droite à gauche, assez rapidement. Et le sigle OFO, que cela donne, donc c'est le sigle dans les langues polynésiennes, et notamment la mienne, qui suis calédonienne d'origine, walisienne et futunienne, comme le tonton Macalio, que vous connaissez parfaitement, OFO veut dire, tonton, veut dire, tu peux le dire, dis-toi. D'accord. OFO veut dire se réveiller, ouvrir les yeux. D'accord? Alors, je vous rappelle que mon parti s'appelle l'Éveil océanien, donc vous ferez le lien tout seul. Ah, je l'ai fait là, désolé, ben voilà. Donc, voilà. Donc OFO, l'Organisation francophone de l'Océanie. Donc le comité de suivi serait là pour imaginer l'Organisation francophone de l'Océanie, donc qui aurait pour but quoi? D'abord, d'apporter des solutions concrètes à nos problématiques communes qu'a décliné Joanito. Mais du concret. Ça veut dire que là, maintenant, on dépasse les déclarations d'intention et les signatures de ceci et cela. Là, on réfléchit ensemble, on partage ensemble. Et une fois qu'on a partagé, qu'on a trouvé des solutions, etc., on essaie de les mettre en œuvre nous-mêmes ou ensemble, là où il faudra. De défendre donc nos intérêts communs, que ce soit au niveau de notre région, qui est le Pacifique. Il y a plusieurs instances dans le Pacifique, hein, le fer de lance, le GIP, etc. L'idée, c'est que nous y participons à certaines d'entre elles. Et peut-être que nous sommes juste spectateurs, peut-être que nous ne sommes pas plus entendus que ça. Peut-être que si on y va à trois ensemble sur nos problèmes, ça aura plus de portée, ce sera mieux entendu. Niveau national également, puisque nous sommes français, mais si nous travaillons ensemble sur nos problèmes, que nous trouvons des solutions à nous, à notre niveau, à partager, mais qu'ensuite il y a un bout où on a encore du mal et que là on a besoin de la France, eh bien à 3, je pense qu'il serait plus intéressant, et d'ailleurs les parlementaires locaux, les vôtres comme les nôtres, nous ont dit quand ils vivent, on avait vu le député Tematai, c'est comme ça qu'ils le vivent quand ils sont là-bas. Comme ils sont
ils ne sont pas ensemble, entre guillemets, donc forcément c'est noyé dans les Outre-mer en général, et c'est noyé dans la France qui a déjà énormément de problèmes avec tellement de territoires. Donc peut-être qu'en se mettant à trois, peut-être, et sur certains sujets, il est possible de se faire mieux entendre. Et enfin, au fond, ouvrir les yeux, ben, même si c'est ouvrir les yeux, mais c'est un rêve, et un rêve, il faut rêver grand. Donc c'est-à-dire, cette portée pourrait être internationale. C'est-à-dire que si le travail était bien fait, si tout le monde, si cette organisation était confortée, on pourrait discuter avec l'Europe peut-être directement de nos problèmes. Puisque l'Europe, je rappelle, et on en reparlera tout à l'heure, c'est le principal exportateur et nous, vers qui on importe notre alimentation, il me semble. Hein. Vous nous direz, nous c'est ce que, pour nous, c'est le cas en tout cas. Donc voilà, alors par quoi? Ben, des assistances mutuelles, techniques, juridiques, des formations, des visites de travail, d'études. Alors, je le précise ici, ce que j'ai dit, on a dit à l'Assemblée politique française, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu des échanges, mais ce sont les services, les secrétaires généraux, les directions. C'est bien, mais ceux qui décident et qui légifèrent, ce sont les élus. Ce sont les élus qui doivent travailler. Et vous couperez ça aussi au montage, s'il vous plaît? Donc, à ce moment-là, quand on parle de ces fameuses visites d'études et puis de s'échanger et tout, ce serait cette fois, c'est les élus. C'est-à-dire, les présidents de commission d'ici viendraient chez nous voir un peu notre congrès, nos présidents de commission, les rencontrer, et vice-versa, etc. Parce que le but premier de cette histoire, c'est évidemment de se connaître. Parce qu'on ne se connaît pas vraiment. Nous, c'est la première fois qu'on vient, mais ceux qui sont venus beaucoup plus souvent, on constate que, évidemment, ils ont encore énormément de choses à apprendre, et vice-versa, vous. Et puis, en ne parlant pas avec Wallis et Futuna. Donc voilà. Alors, au fond, son but aussi, c'est de devenir légitime et avoir un lien privilégié avec notre pendant parlementaire à nous local, c'est le Parlement français, Assemblée nationale et le Sénat. C'est-à-dire que si on discute ensemble et qu'on décide, on pourra à trois aller là-bas et se faire auditionner sur tel sujet pour discuter avec les députés, discuter avec les Sénats et pourquoi pas leur souffler des propositions. Directement. Donc c'est de devenir comme ça initiateur, d'accord, représenté et représentative au sein des instances régionales, j'en ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, il faut savoir que là, c'est une initiative et on propose une coordination parlementaire, c'est les assemblées législatives. Mais on sait parfaitement que vous avez un gouvernement comme nous qui a ses prérogatives, comme la coopération régionale pour nous, par exemple, etc. L'idée, c'est pas d'aller sur les plates-bandes. Puis nous avons des députés, des sénateurs. Mais aussi, ils font le travail qu'on est en train de dire. Donc, ce n'est pas aller sur leur plate-bande non plus. C'est simplement dire, ben, on pourra travailler de manière complémentaire, à trois niveaux comme ça. Je pense que si les trois, au niveau législatif, au niveau exécutif, même si Wallis n'en a pas, et au niveau de nos parlementaires, là, vous comprenez vous-même que la portée sera certaine. Donc, c'est l'idée de OFO. Et donc, Jonito va vous préciser un petit peu comment on pourrait imaginer un peu l'organisation, mais c'est de la théorie, puisqu'on est venu vendre le concept, la vision. Après, il est évident que les parlementaires d'ici nous ont fait part déjà d'idées, de changements, etc. Et c'est ce qu'on est venu prendre et que certainement vous nous apporterez aussi. Merci Eddy. Donc, comme l'a dit Eddy, l'idée, c'est de passer un cap. De passer un cap. Et ce qui est proposé dans ce cap, dans le cadre d'un futur avenant à la convention tripartite entre la Polynésie, Wallis et Futuna et Nouvelle-Calédonie, c'est cette organisation-là, comme l'a dit, composée d'un comité de suivi, que l'on appellerait le bureau. C'est un comité de suivi qui peut être composé, on avait pensé, nous, président de commission permanente, sachant que le président de l'Assemblée est souvent très pris par justement les affaires de son institution. L'idée, c'est de déléguer ça éventuellement au président de commission permanente ou au premier vice-président. C'est une organisation, comme Eddy a dit, qui est ouverte. On n'est pas venu avec un package déjà ficelé pour vendre ça à la Polynésie, à Wallis. L'idée, c'est poser l'idée, poser le concept, puis ensuite partager pour qu'on puisse avoir une organisation qui correspond à tout le monde. Donc l'idée de ce comité de suivi, c'est de travailler. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'APF, c'est l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui regroupe 90 pays à travers le monde, francophones, avec lesquels ils partagent des idées, des expériences.
on est dans la compréhension mutuelle, voir comment on peut faire du benchmarking, ce qu'on appelle ça, c'est prendre ce qu'il y a de bien chez les autres pour essayer d'adapter chez soi, pour avoir une solution à un problème en particulier. Dans 90 pays, l'APF, c'est quelques commissions, 4 commissions, l'éducation, des commissions bien précises, donc il faut qu'on travaille à définir ensemble les thématiques prioritaires entre les 3 collectivités, pour qu'on puisse éventuellement mettre en place soit des groupes de travail, bon, on a appelé ça thématique, parce qu'on n'a pas voulu mettre un mot groupe de travail, commission. Mais je voulais comparer ça à l'APF, parce qu'on le fait souvent avec les parlementaires polynésiens, hein, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on va faire avec Wallis, parce qu'ils connaissent, parce qu'ils sont dans le réseau de l'APF et ils connaissent comment ça fonctionne. Donc on a des groupes de travail, les commissions pour l'APF, qui travaillent sur des sujets et qui, comme l'institution qui est la vôtre, produit non pas des avis, mais des résolutions. Donc ces résolutions, dans la mise en œuvre, ceux qui sont chargés de le faire, c'est le comité de suivi, c'est ce qu'on appelle le bureau. Donc c'est ça en gros, grosso modo le concept. L'idée c'est de faire front pour défendre à un niveau local, comme il l'a dit tout à l'heure, à un niveau régional. On a le programme par exemple Protège, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce programme, qui touche l'agriculture, la forêt, la pêche, la gestion de l'eau, les espaces envahissants. Voilà, si on a besoin de financement, peut-être que la Calédonie ou la Polynésie est déjà allée vers ces financements, comment faire partager ces solutions-là aux autres collectivités que sont Wallis, que sont la Polynésie. Idem au niveau national. On a par exemple le fameux fonds vert, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, si sans doute au CESE. Après la COP 21, il avait été promis qu'à partir de 2020, 100 milliards seraient dégagés pour pouvoir solutionner les problématiques liées à la montée des eaux et à l'érosion des littorales. Et c'est ça le concept. Donc le bureau, ça serait la courroie de distribution, le cœur nucléaire. Ah, pardon, il ne faut pas parler de nucléaire ici, c'est un peu sensible aussi. Donc ce serait la courroie de distribution de cette organisation. Merci, Joanito. Donc, ensuite, ce que nous, on vous propose désormais, puisque vous avez, je pense, compris le principe, c'est de simplement de se plonger dans 3 exemples assez rapides dans le travail que pourrait effectuer OFO. Comme ça vous met dans comme si le OFO existait et comment il pourrait travailler. Premier sujet qui nous touche tous, évidemment, c'est la vie chère. Preuve en est les chiffres. C'est très simple. Les chiffres que l'on récolte, la commission d'enquête sur le coût de la vie dans les collectivités, dont vous faites partie, Wallis-et-Futuna fait partie, mais pas nous, la Nouvelle-Calédonie, parce que le président de la commission a indiqué que nous avons un statut tellement spécifique par rapport à l'autonomie sur la fiscalité et l'économie et tout, qu'il ne se voyait pas missionner la commission d'enquête pour venir enquêter chez nous. Je laisse cela à votre appréciation, puisque là, il y a peut-être un peu de politique, ce qui n'est pas que j'ai à faire. Je ne sais pas faire ça. Donc, 30%, les prix sont supérieurs en termes de prix en général par rapport à ceux de l'Hexagone, nos 3 territoires. Contre les chiffres que vous avez là pour Martinique, Guyane, Mayotte et La Réunion, qui sont en dessous de 16%. Donc nous 3, on a déjà le point commun d'être 30%, c'est-à-dire 2 fois plus, pratiquement, plus cher au niveau de nos prix que tous les autres par rapport à la France métropolitaine. Si on prend l'alimentation, et Joanito l'a dit, on l'a constaté nous-mêmes en allant faire quelques petites courses ici, au niveau du MAA, c'est sensiblement pareil ici. Moi, je l'ai mis que sur notre colonne, mais j'ai compris que c'est à peu près pareil. 78% plus cher nos prix à nous que ceux de l'Hexagone. D'accord ? Donc vous, je vous dis, c'est à peu près sensiblement la même chose qu'on a été au magasin, on sent, on voit bien. Et puis Wallis-et-Futuna, dont je suis originaire, mais je pense que si vous y allez vous promener, ou peut-être que encore une fois le tonton Kallio vous a raconté comment c'est là-bas, je pense qu'on ne pourrait pas mettre le chiffre sur le tableau, tellement qu'il serait déraisonnable, d'accord, au niveau de l'alimentation. Donc voilà le point commun qu'on a par rapport aux autres. Vous voyez qu'on est différent des autres. Ensuite, du coup, c'est de se dire, à partir de là, comment en discutant ensemble, dans OFO, on pourrait déjà générer des solutions, peut-être qu'au niveau législatif, chacun, on pourrait mettre en place.
Je prends très vite pour nous, mais je pense que c'est la même chose. Nous, on a un gros problème. Par exemple, on sait que, enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, 85% de notre alimentation est importée. Deuxièmement, elle est importée d'où en priorité? D'Europe, puisque nous sommes français, donc forcément, c'est d'Europe. Donc forcément, ça fait des coûts d'éloignement, de tout ce que vous imaginez. Mais qu'est-ce qui permet ça? C'est que notre fiscalité est orientée en ce sens. Les droits de douane, pour tout ce qui vient de là-bas, chez nous, en Nouvelle-Calédonie, c'est 0. Dès que c'est Nouvelle-Zélande et Australie et ailleurs, ça passe à 10, 15, etc. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais voilà. Peut-être une discussion qui pourrait se faire là, à ce niveau-là, permettrait d'échanger et puis de se dire, chacun dans nos assemblées, peut-être qu'il y a des décisions à prendre pour essayer d'importer de manière un peu plus proche. Un peu plus proche, parce qu'on connaît les dérives aussi qu'il y a, et là, c'est des choses sur lesquelles c'est difficile de se battre. C'est que nous, vous avez beau essayer de légiférer localement, pour essayer de maîtriser ce que vous pouvez au niveau des prix, parce que vous savez bien que c'est la liberté du commerce, etc. Donc, c'est des endroits où c'est difficile d'aller, hein, même de manière législative, mais c'est pas difficile. Les plus gros de la consommation, qu'est-ce qu'ils font? Ils font partir, ils vont chercher la marge, non pas alors chez nous directement. Ils vont le faire avec tous les transits qu'ils vont faire par leur centrale d'achat, du truc qui va transiter tout autour du monde avant d'arriver à la maison. Donc ça, c'est... Voilà. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose, tout? Nous, on réfléchit à notre niveau, mais réfléchir avec vous, réfléchir avec Coalition Futuna, on est persuadé qu'on pourrait trouver des solutions ensemble, d'un point de vue donc, local, qu'on pourrait chacun utiliser, s'inspirer chez nous et voter de manière locale, régionale, avec ces fameuses importations, peut-être qu'on pourrait réussir à faire un peu plus proche et tout. Et puis maintenant, pour le national, c'est simple. Le 33% en moyenne, si jamais après avoir pris des décisions ensemble, avec au faux, chacun chez nous, on diminuait ce ratio à 20, par exemple. Le 20, peut-être comme Juanito l'a dit, on pourrait porter une résolution ensemble qui dit OFO va aller devant l'Assemblée nationale et le Sénat pour faire la proposition suivante. Le 20%, là, l'État, il nous accompagne sur ce différentiel de manière financière, dans leur loi de finances, dans leur budget, le 20%. Pourquoi? Parce que notre argumentaire sera que nous avons pris des décisions ensemble, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour diminuer nous-mêmes les coûts, etc., nos prix alimentaires. Le bout qui manque, on demande à l'État à 3 de nous donner la main sur ce bout-là. Et puis d'autres résolutions qui pourraient être portées, simplement de dire à l'État de créer une commission spéciale vie chère pour nos 3 territoires qui sont très spécifiques par rapport à tous les autres. Voilà un des premiers exemples pour le travail de OFO, et les 2 autres exemples, je laisse Juanito vous expliquer. Merci, Eddy. Donc on a voulu prendre aussi l'autre sujet qui est celui du foncier. On a des territoires qui disposent de différents statuts du foncier. On a tous du foncier État, on a tous du foncier pays, et on a tous du foncier privé. La particularité de la Nouvelle-Calédonie, on a en plus, c'est ce qui fait suite à la lutte du peuple kanak. Depuis les années 80, on a ce qu'on appelle une réforme foncière qui va instaurer le statut coutumier. Un foncier qui est insaisissable, indivisible. C'est régi par 4 I. En fait, grosso modo, c'est du foncier qui est la propriété du clan. On n'est plus dans la notion d'individuel, on est dans la notion de collectif. Donc ce foncier-là qui est particulier, on sait que le foncier, s'il n'y a pas de foncier, il n'y a pas de surface pour l'agriculture, il n'y a pas de surface pour poser nos logements, il n'y a pas de surface, vous voyez ce que je veux dire. Donc on a la question du foncier qui pose souci chez nous. Moi, par exemple, je donne un exemple, hein, je ferme la parenthèse. Les GDPL sur terre coutumière, qui est l'entité qui gère le foncier du clan, une fois qu'on a aménagé l'espace et qu'on a besoin d'autres surfaces, on est confronté à des blocages. L'État qui dispose de énormément de surface chez nous, qui promeut le développement économique sur terre coutumière, alors qu'on n'a pas forcément, nous, peuple kanak, la nécessité de poser une usine ou quelque chose comme ça, on est bloqué parce que souvent l'État ne veut pas jouer le jeu et nous filer du foncier pour qu'on puisse faire de l'agriculture, etc., etc. Donc il y a une vision, on va dire, il y a une réflexion globale sur la question du foncier. Je pense que vous avez des difficultés aussi sur la question du logement, parce qu'il faut mettre du logement, il faut du foncier. On a vu comment c'est configuré Tahiti, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc l'idée du foncier, c'est aussi un levier pour la question de l'autosuffisance alimentaire. C'est un problème chez nous. Comme on l'a dit tout à l'heure en introduction, c'est qu'on dispose par exemple de 85% d'importation de fruits et légumes. Ce qui pose problème. Et
pour répondre à cette problématique, il faut qu'on réfléchisse à comment solutionner. Donc il y a une réflexion globale à avoir. Nous, par exemple, au niveau du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, l'équivalent de votre assemblée territoriale, nous avons justement avec M. Pierre-Chanel Tutugoro, qui est le monsieur à ma droite en bleu, le chef de groupe du groupe UCF-LNKS et nationaliste, déposé une loi de pays qui nous permet de tordre un peu le bras de notre code de l'urbanisme pour pouvoir aménager des espaces qu'on appelle des squats couramment, de l'habitat insalubre. Voilà, qui nous permet de résorber les problématiques sanitaires, la lepto, la dengue, etc., qui circulent dans ces espaces. Donc M. Pierre Frogier, qui me semble aussi un peu des origines de chez vous, avait, quand il était président de la province sud, tenté d'aménager un espace, un squat, et il a été bloqué du fait que la législation locale ne le permettait pas. Donc on a, pour solutionner cette problématique, on a déposé une loi de pays qui permettait de changer le code de l'urbanisme, qui permet aux collectivités, notamment provinciales, communales, de pouvoir aménager à sa guise, s'ils le souhaitent, des espaces qu'on appelle les squats. Voilà. Collecte de déchets, l'eau, les sanitaires, etc., etc. Donc voilà, ça c'est un exemple sur la question de foncier. Sur la question l'érosion du littoral, toujours pour continuer dans les exemples, on a aussi M. Pierre-Chanel Tutugoro, qui est le chef de groupe UCF-LNKS au Congrès, qui a déposé un vœu. Oui, il est maire aussi. Hein, là, c'est le Tavana d'une commune de la côte Est, Poneriouin, qui subit aussi l'érosion du littoral avec la notion de déplacement de population aussi. Donc il a déposé un vœu qui porte sur la sécurisation des populations et des infrastructures face à l'érosion du littoral, ce qui fait écho à ce que le président de la République, Emmanuel Macron, quand il aborde la notion de recul du trait de côte. Donc voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, COP21, fonds vert, 100 milliards par an, dédiés à répondre notamment à ces problématiques. Donc ensemble, on pourrait, même si la quote-part des 100 milliards, c'est la France, comment nous, on peut aller ensemble, collectivement, défendre une position commune, parce qu'on est victime de l'érosion du littoral. Donc ça pourrait être cet exemple-là. Il y avait un exemple où souvent j'aborde la question, parce que je sais que la présidente, elle est sensible à ça, c'est la culture. Donc on est sujet aussi à la déperdition de nos langues, une quarantaine de dialectes chez nous. On est sujet aussi à la protection de nos espaces sacrés. Aussi, vous avez les marais. Nous, on a les tertres des anciennes cases, canaques, etc., qui sont piétinés aujourd'hui par le bétail. Donc, cette réflexion-là, on a comme un projet de travailler sur un schéma de valorisation de notre patrimoine matériel et immatériel. Donc, peut-être qu'ensemble, si on arrive à avoir un schéma commun, d'aller défendre au niveau régional, au niveau même international, aller chercher des solutions, notamment en matière financière, pour pouvoir protéger nos espaces. Là, ça, c'est des exemples, mais il y en a plein. On a identifié énormément d'exemples, mais la compréhension mutuelle est nécessaire, et passer à un autre cap avec notamment ceux qui décident, c'est-à-dire les politiques, les élus de l'Assemblée, c'est ça qui est important. Donc c'est ça que propose aussi le concept OFO. Merci Juanito. Donc dernière petite slide de notre présentation. C'est tout simplement une méthode que nous avons proposée, un calendrier que nous avons proposé à l'Assemblée de la Polynésie française, que l'on proposera aussi à l'Assemblée de Wallis-et-Futuna, qui marque simplement la volonté du président concomitant et des élus qui sont Pierre-Chanel Tutugoro, qui a été présenté par son directeur de cabinet, et moi qui présente mon élu, Milakulo Tokumuli, président de la commission permanente et président de l'éveil océanien, la volonté qui est qu'on avance dans un rythme qui nous est donné pour très vite arriver à du concret. Donc c'est juste une proposition, plus une volonté, avec évidemment un calendrier qui est théorique, puisque évidemment on sait que ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais voilà, donc il s'agit donc dans le premier trimestre de cette année, ce que nous faisons en ce moment, de voir les assemblées, donc la Polynésie française, et puis un peu plus tard, là, on ira voir l'Assemblée de Wallis-et-Futuna pour la même présentation. On se retire, les assemblées évidemment font leur travail de discussion entre eux. Si accueil favorable il y a de cette proposition, il faut donc qu'ils discutent
chacun localement discute du contenu de l'avenant, et puis après aussi qu'on se coordonne à 3 déjà, rien que sur le contenu de l'avenant. D'accord? Donc, c'est-à-dire notamment le format du comité de suivi, puisque Joanito vous a dit, ce comité de suivi peut être composé des 3 présidents de commission permanente, mais ça peut être les 3 présidents des assemblées. Mais ça peut être tout à fait aussi 2 personnes que chaque assemblée aura désignées de manière démocratique et en discutant. Ça peut être tout ce qu'on imagine, puisque absolument rien n'est défini, si ce n'est la volonté, la trajectoire, la vision. Donc ces discussions, bon, évidemment, il y aura l'aspect du financement qui sera peut-être discuté. Et puis vous le connaissez suffisamment, le circuit. Une fois que l'avenant, le contenu a été décidé, il faut que les assemblées donnent l'habilitation au président de signer ce fameux avenant. Alors c'est là où moi je ne sais pas si vous êtes consulté pour ce genre de délibération, je ne suis pas sûr. Donc si vous ne l'êtes pas, au moins aujourd'hui, et c'est l'objet pour lequel Madame la Présidente nous a demandé à Président Roch, et puis qui a parfaitement accepté que vous soyez mis au courant. Comme ça, quand viendra les choses, au moins vous savez de quoi il s'agit, hein, en gros. Donc de habiliter les présidents donc, en votant pour qu'ils puissent le signer. 4e trimestre, ce serait la signature de l'avenant, donc tout dans cette année. Comme ça, l'année prochaine, dès le début, c'est le comité de suivi se met au travail. Première réunion, 2e réunion, parce que voilà, il n'y a pas besoin de se déplacer. Une fois qu'on a bien fait les choses, c'est en visio, etc., pour que ça avance. Et tout de suite, pour aller vers la création donc, de OFO, en 2025, dans l'idéal, toujours dans un rythme qui nous permettrait de vite travailler, et avec la réflexion en parallèle, déjà dès le début, hein, mais notamment quand on va aller vers la création de OFO, puisque c'est francophone de l'Océanie, de se poser la question, d'aller chercher donc, le Vanuatu, hein, qui lui est indépendant, mais qui est francophone aussi, et qui a sensiblement encore des mêmes problématiques que nous, et certainement d'autres solutions à proposer, d'autres réflexions. Donc cela, par exemple, en 2026. Calendrier très théorique par rapport au fait que nous avons, nous, des échéances, vous le savez peut-être, que nous, nos élections soient reportées au plus tard décembre. Techniquement et juridiquement et même politiquement, nous, on se dit que ça se passera peut-être plutôt en 2025. Donc voilà, mais donc, la volonté de toute façon, c'est que ce projet, cette vision, cette organisation est interparlementaire. Elle est institutionnelle. C'est une force institutionnelle, législative pour le quotidien des populations. Donc, c'est une pirogue où peu importe qui y a dedans, politiquement parlant, une pirogue qui, une fois que l'on l'a mise à l'eau, elle part avec le vent. Ceux qui sont dedans, il faut avancer, ils ont la chance de le faire, et si ça change, peu importe, il faut qu'ils continuent de le faire avancer. Telle est l'idée de OFO. Madame la Présidente et les membres du CESEC et mesdames et messieurs qui ont bien voulu nous écouter, avec Joanito, nous avons essayé de vous faire ça de la manière la plus simple et compréhensible possible. Vous avez tout le loisir à présent de poser vos questions, puisque je vais assumer des propos maintenant que j'ai dit de couper devant la caméra, mais ils sont là pour répondre les élus, parce qu'il faut bien qu'ils travaillent un peu. Voilà, Présidente, moi je vous remercie beaucoup avec Joanito, et puis n'hésitez pas, et encore une fois, Maruru Maitai. Je remercie la présentation de votre projet et j'ouvre le débat aux conseillers de cette institution. Je vous laisse la parole donc, à vous membres. Et peut-être je vais demander aux élus de venir, si jamais... Ce serait peut-être mieux. Comme ça, vous aurez le micro aussi s'il faut répondre. Pierre-Jeannette Tugoro, il a une chemise bleue, mais il n'est pas du Tavini. Hein. C'est un élu de chez nous. Hein. Il fait du bruit celui-là. Pardon. À vous, mesdames et messieurs les conseillers, ou si vous avez des questions à poser, je vous laisse la parole.
Madame Martine. Merci Madame la Présidente. Bonjour, bonjour aux cousins, hein, on va dire ça comme ça. J'ai eu l'occasion de recevoir des gens de Wallis et Futuna chez moi et je les ai considérés comme mes cousins. Voilà. Ils s'étaient trompés d'heures de vol entre les décalages. Ils étaient arrivés plus tôt que prévu. Ça ne posait pas de problème pour moi. Alors j'aurais moi une petite question, hein, je ne sais pas si elle va être pertinente, mais est-ce que quelque part vous voulez dire par là que le coutumier, d'une certaine façon, maîtrise, entre guillemets, le politique, et que justement pour des développements type tourisme ou agriculture, c'est ce qui pose problème du fait de ne pas disposer de ces terres-là? Et est-ce que ce serait ça le principal impact dans le sens d'après d'être obligé de, faute de terre, de effectivement pouvoir s'approvisionner en importation? Est-ce que justement les terres ne sont pas, on va dire, attribuées telles que chez nous, par exemple? Est-ce que c'est là où je me trompe? Est-ce que c'est là la plus grosse problématique? Parce que j'ai eu l'occasion de visiter votre beau pays pour y avoir joué au tennis aux internationaux de Calédonie. En 85, j'ai eu l'occasion d'aller dans des îles, c'est absolument magnifique. Vous avez un très beau pays et enfin, c'est dommage pour nous, en tous les cas, je suis représentante justement aussi pour cette partie-là, le tourisme. Je possède 2 pensions de famille. C'est dommage de voir qu'un si beau pays n'ait pas plus de tourisme, ou en tous les cas ne se développe pas plus que ça dans ce domaine-là. Voilà, merci. En fait, quand je parlais du foncier, c'est une réflexion globale. On a de la surface hein, en Calédonie, énormément de surface, notamment par rapport à vous. Sauf que c'est comment on optimise, on valorise au maximum les surfaces par rapport aux besoins en matière agricole, en matière de logement, etc. Le volet coutumier, c'est une revendication du peuple kanak depuis les années 80. Ça nous a permis de faire un pas sur une forme de rétrocession du foncier, du kanak. Le problème, c'est que je ne dis pas que c'est une solution, c'est juste que c'est quand on a sur foncier coutumier une démarche dynamique de développement, de valorisation, et qu'on souhaite aller plus loin, il y a un blocage. Il y a un blocage et quand on a à côté du foncier privé ou calédonien, pays ou État, et qu'on sollicite pour disposer de foncier, des fois c'est bloquant. Voilà. Et quand on tape à la porte de l'État, voilà, qui est notre, je mets une parenthèse, notre colonisateur, pour lui dire, tu laisses pousser des espèces envahissantes, alors on en a besoin pour installer des agriculteurs, ben ça la fout mal, quoi. On est dans une logique qui n'est pas vertueuse. Donc c'est pour ça que je parlais de la réflexion du foncier. Je sais qu'ici chez vous, parce qu'on a reçu il y a quelques temps de ça des maires, dans le cadre d'un grand rassemblement de maires à Nouméa, qui ont fait la visite des différentes exploitations, des différents spots, notamment en matière de fermes solaires. Ils sont venus chez nous, sur le foncier de mon clan. Et ils ont abordé la question, ce sont des gens des îles, la question du foncier coutumier. Voilà. Mais il y a des avantages comme il y a des inconvénients, c'est comme dans tous les systèmes. Parce qu'il y a des GDPL, des structures coutumières qui fonctionnent mieux que d'autres. Et l'idée, c'est de voir comment on optimise. Il faut avoir une gestion, on va dire, réfléchie et de manière globalisée. C'est dans ce sens-là. Après, le tourisme, bon, c'est le problème. Hein. C'est la malédiction de l'or vert chez nous. On n'a peut-être pas des aussi beaux spots que vous, voilà. Mais comme on est concentré sur le nickel, c'est ça un peu qui brouille un peu notre vision. Mais voilà, on a des choses à développer. Comment vous arrivez en termes de tourisme? Nous, on met des milliards sur la table pour aller faire les kékés à France pour attirer des touristes. Peut-être que le chemin n'est pas forcément le bon. Comment vous faites à Tahiti, au lieu de se regarder en chien de faïence? Voilà, ben comment on peut, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est frères du Pacifique. Comment on peut travailler ensemble? Voilà, avant, toutes ces histoires de colonisation, c'est un fait. Hein. Il y a, comme on dit dans l'accord de Nouméa, il y a les ombres et les lumières. Mais maintenant, comment on fait pour avancer?
pour tirer notre peuple, notre population, nos populations vers le haut. Et si ces leviers-là que vous avez vous développé mieux que nous, il faut qu'on vienne faire chez vous, voilà, qu'on travaille de concert pour trouver les solutions qui soient appropriées à nous, sur la matière notamment touristique et aussi foncière. Hein. On a visité la déchetterie de Faha qui pose, voilà, une fierté, certains émettent une crainte. Comment vous gérez vos déchets aussi? On est des îles. Hein. On a les îles, par exemple, de Lifou-Marie-Ouvea, ce sont des îles loyauté chez nous. C'est du calcaire, du kacha, comme on dit chez nous. C'est poreux. Comment on gère le déchet, les batteries, etc., etc. C'est des vraies problématiques. Puis vous avez les mêmes problématiques ici. Teiki, oui, merci bien. Merci d'avoir fait le voyage jusqu'à nous et de nous permettre de faire connaissance avec ce projet. Moi, je suis représentant des associations de parents d'élèves des enseignements catholiques, adventistes et protestants en Polynésie française. Il se trouve que dans mon parcours, j'ai eu l'opportunité de faire un mandat complet à l'Assemblée de la Polynésie française, d'avoir assumé des fonctions de président de commission interne et d'avoir permis la présentation de quelques lois de pays qui avaient été votées à l'unanimité à l'époque d'une instabilité politique assez importante, compliquée, 6 présidents en une année par exemple. L'un des sujets, c'était l'une des LP qui a vraiment été votée à l'unanimité, c'était de faire que la Polynésie puisse se doter d'une vision prospective, hein, ce que vous appelez vous le NC 2025 à l'époque, qui est votre schéma d'aménagement et de développement durable, équivalent au schéma d'aménagement général de la Polynésie française. Chez nous, on appelle ça le SAGE. Document prospectif qui normalement servent à l'élaboration des politiques publiques et surtout permettent d'aller chercher quelques subsides avec beaucoup de zéros après les chiffres auprès des organismes internationaux financiers. Je ne sais pas chez vous quelle forme de bilan vous avez de façon annuelle ou régulière sur les travaux qui sont faits par vos différentes institutions en termes de politique sectorielle, en termes de réalisation publique par politique sectorielle, en termes de travaux participatifs des différentes instances qui constituent votre organisation. Je parle de Nouvelle-Calédonie et qui est effectivement la même organisation dans les 3 collectivités. Il y a un intérêt à réunir un peu plus les sachants de nos collectivités pour leur permettre de connaître les travaux qui sont faits les uns par les autres. Mais connaître, souvent, le maître mot, il est là-haut sur votre slide, c'est la méthode. Et les différentes problématiques que vous avez indiquées vont appeler de la méthode partagée. Moi, j'ai le sentiment, mais je peux me tromper, j'espère me tromper en tous les cas, que vous avez une telle longueur d'avance par rapport aux accords de Nouméa sur le fait que vos lois de pays sont tout de suite déférées devant le Conseil d'État, hein, chose que nous n'avons pas, et donc il me semble que ça vous permet quand même d'avoir une formation de vos sachants qui est bien au-delà de ce que nos sachants à nous peuvent avoir. C'est tant mieux, et là je vois vraiment un intérêt pour nous, pour la Wallis et Futuna, d'apprendre de vos sachants. Je parle généralement des juristes, mais aussi de ceux qui font peut-être de la prospective économique. Parce que les différentes thématiques que tu as présentées, elles sont bien sûr d'abord économiques, quoi, hein, me semble-t-il. Hein. Après, oui, c'est à vocation de préserver l'environnement, optimiser le foncier, choisir les orientations les meilleures. La concertation entre nous, les 3 collectivités, c'est forcément de la méthode. Moi, je me pose une question quand je vous écoute, je me pose une question toute simple. C'est comment concrètement on pourrait, par exemple sur la thématique de la vie chère, je prends une simulation. Demain, on est saisi, Madame la Présidente, par le gouvernement sur un projet de loi de lutte contre la vie chère. Est-ce que nous, ici en Polynésie française, dans notre CESEC, on aurait une base de données accessible de tous les travaux sur cette thématique qui ont été faits dans les autres collectivités? Je reste sur la thématique, je reste sur les travaux et je reste sur le partage. Mais ce serait peut-être une méthode. Voilà.
Parce que les mots que vous mettez sur le slide, ils sont vendeurs. Mais organisation, c'est méthode. Francophonie, pourquoi pas, ça va caresser l'État dans le sens du poil, il sera content. Océanienne, eh ben c'est là où on a chacun nos avancées réglementaires qui diffèrent. Donc forcément un même esprit parce qu'une même culture d'origine, une même volonté parce que dans notre culture, généralement on a peur de rien. Voilà. Et que avancer dans le noir, ça nous fait pas peur. Mais voilà, c'est la méthode. Voilà. Donc j'aurais une question. C'est si demain on voulait se mettre en front uni contre la vie chère, à quel levier vous pensez quand vous nous expliquez que nous unir sur des thématiques comme celle-ci nous permettrait de faire entendre raison à l'État sur... Alors, c'est ça. Moi, ma question, c'est sur quoi et comment on pourrait attirer l'attention de l'État sur une thématique comme la vie chère. Pardon, j'étais un peu long, excusez-moi. Présidente, membre du CESEC, Malo Maori Yaurada. Et surtout, pardon pour le retard. Mais comme vous l'avez vu, mon collègue et moi, on n'était pas très utiles pour la première partie de présentation. Parce que c'est nos collègues là qui font les présentations. Et puis, on est là pour éventuellement essayer d'apporter des réponses aux questions. La question, merci Monsieur Porlier pour ces questions. Vous mettez le doigt sur la couture. Mais avant de répondre à ça, je vais revenir sur vos propos du début. Vous parlez d'NC 2025. Je vois que vous connaissez très bien notre pays. C'est toujours difficile d'évaluer les choses si les objectifs ont été atteints. En tout cas, je parle, moi, pour mon pays. Je ne sais pas pour ici, parce qu'en vérité, on n'a pas une culture de l'évaluation. On ne sait pas faire ça. On met en place des outils. On ne sait pas bien si on a défini des objectifs clairvoyants. Souvent, c'est des objectifs politiques. Mais est-ce qu'on est capable de dire, voilà l'objectif qu'on souhaite atteindre, voilà la photographie d'aujourd'hui, ce serait pas mal. Et puis de mettre un calendrier avec des indicateurs pour dire, est-ce qu'on est dans la bonne trajectoire ou pas? En vérité, on a construit une pirogue et puis on navigue au gré du vent. C'est ça qu'on fait chez nous. Même si c'est des objectifs politiques, etc. Et ça, dans notre pays, c'est très flagrant. Après, je crois, si on veut comparer la Nouvelle-Calédonie à la Polynésie, vous avez dit que ça s'appelait Sage. Moi, je considère, c'est une position très personnelle, qu'en vérité, la dualité, ce combat permanent entre rester au sein de la République ou en sortir, ça a cannibalisé le débat politique. Chez nous, c'est devenu un débat qui a son importance, mais c'est devenu nécessaire et suffisant. C'est-à-dire que les réponses aux politiques publiques sont passées au second, au troisième plan. Si tu étais pour la France de manière très très forte ou pour l'indépendance de manière très très forte, c'était une condition nécessaire et suffisante pour que les gens votent pour. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la réalité, il faut bien que les gens mangent, il faut bien que les gosses aillent à l'école, il faut qu'il y ait un développement économique, du tourisme, etc. Et j'ai l'impression, c'est une position très personnelle, que ces sujets sont passés en second plan. Alors que si nous avons des responsabilités les uns et les autres, c'est une position très personnelle, c'est pour répondre à ces problématiques d'abord. Donc
comment clore le débat de manière définitive sur l'avenir institutionnel du pays? Comme ça, les uns et les autres, on ne pourra plus se cacher derrière. La vraie question, c'est comment on arrive à répondre aux vraies problématiques des gens. Comment ils arrivent à bouffer sans qu'ils aient fait avoir un pouvoir d'achat décent? Comment faire face à la double ou triple, quadruple insularité dans votre pays, plus que nous? Comment faire en sorte que les enfants se réapproprient leur langue? Ça, ce sont des défis. J'ai l'impression qu'ils sont cannibalisés. L'avenir institutionnel est passé devant. Chez vous, ce n'est pas si différent que chez nous. Bon, je me dis ça parce que dans le débat qui nous concerne aujourd'hui, quand on regarde au fond, on essaie de remettre ce débat-là au centre. Mais au lieu de faire ça seul, comme le collègue il disait, de se regarder en chien de faïence, et si on partageait la connaissance. Simplement. Vous êtes meilleurs que nous dans le tourisme, il n'y a pas à dire. Je ne suis pas sûr que vous ayez les plus beaux paysages. Ça, Mais ce que je veux dire, c'est de l'intelligence, tout simplement, situationnelle. Partageons le savoir. On a une assemblée, on a un gouvernement qui émane de l'assemblée, vous avez un CESEC, on a un CESE, on a un Sénat coutumier, etc. Donc, essayons de mettre les choses au carré. Après, la question c'est, parce que je ne vais pas non plus monopoliser le débat, la question c'est la méthode. Et vous avez raison, parce que nous on vient afficher clairement des objectifs, apporter des solutions à des problématiques communes. Ok, déjà il faut que vous, la Polynésie française, soit d'accord. Il faut que les territoires Wallis et Futuna soient d'accord. Mais il ne faut pas dire après qu'une fois qu'on fait tout ça, c'est bon, ouais. Ah non, non, non. Ça commence à peine, quoi. La méthode, c'est ce qu'il y a de plus important. Photographie aujourd'hui, quels sont les objectifs, calendrier, indicateurs pour savoir si on est sur le bon chemin ou pas. Mais si on veut travailler en tripartite, il me semble que ce n'est pas la bonne méthode déjà de venir nous Calédonie pour dire c'est comme ça qu'on va faire. Non. C'est à nous de réfléchir ensemble la manière dont on souhaite travailler les uns et les autres. Oui, c'est le plus important. Parce qu'il y a tellement de sujets. Vous, je crois, la présidente l'a dit quand on l'a vu début de semaine, que vous travaillez avec le CESE de la Nouvelle-Calédonie. Donc vous êtes déjà dans ce projet-là, à votre niveau. On est venu, parce qu'on avait rendez-vous diplomatique ce matin, avec délégation de Wallis et Futuna. On parlait des Evasans, des étudiants, etc., de Polynésiens, en France ou en Australie. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mutualiser? Que ce soit en France, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Donc en fait, partout, on pourrait faire les choses de manière intelligente. Après, on ne peut pas traiter tous les sujets. Ça ne marche pas. En essayant de tout faire, on n'arrivera à rien faire. C'est la méthode. Quel sujet on traite en priorité? Ça, ce n'est pas à nous d'y répondre seuls. On a rencontré l'Assemblée territoriale. Il y a d'autres sujets qui ne sont pas inhérents à notre territoire. Et c'est nucléaire. C'est un sujet en Polynésie française. Ce n'est pas un sujet pour nous. Donc c'est ça qu'il faut regarder, c'est quel sujet on met en priorité. Mais sur un calendrier qui doit être long. Parce que si on est d'accord pour être dans ce concept-là, il faut accepter l'idée que tout ne va pas se régler en 10, 20 ans. C'est plus long que ça. Parce que ce sont des problèmes qui sont en profondeur. Donc il faudra du temps pour le faire. Et si la méthode n'est pas bonne, de toute façon on s'en apercevra vite. Si ça ne marche pas, soit on modifie la méthode, ou soit on est tous d'accord pour dire que ça ne marche pas. Et dans ce cas-là, chacun va essayer de se replier. Mais nous, on y croit. On y croit à ça. Et puis de toute façon, si vous n'essayez pas, vous êtes sûr d'avoir échoué. Et puis ceux qui réussissent, ce n'est pas forcément les plus beaux, ou les plus riches, ou les plus intelligents. C'est ceux qui n'abandonnent jamais. Voilà, merci. Merci bien. Monsieur Macalio, après Jeff, après... Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs Yorana. D'abord, je tiens à remercier cette belle présentation de Juanito et de Eddy. C'est vrai que ça fait rêver. Moi, si j'interviens, Madame la Présidente, c'est parce que pour moi, la première des choses qui nous unit, c'est le coût de la vie, la cherté de la vie, dénoncée par les Calédoniens, aussi bien par les Polynésiens. Ici, en Polynésie, c'est vrai qu'entre ce que mesure l'ISPF
Et l'IOM, concernant le coût de la vie, ça a flambé, ça a descendu. Tout ça, pour moi, c'est du vent. Parce que dans la réalité, il faut aller devant les magasins et poser la question à ceux qui sont en compagnie avec les caddies. Ils vont vous dire non, ce n'est pas notre ressenti. Je suppose qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est la même chose. Maintenant, au niveau pour nous, en Polynésie, nous n'avons pas encore bâti une autonomie alimentaire structurée, capable de répondre aux besoins du consommateur. Et à la sortie, qu'est-ce qu'on subit? Le transport. Vous disiez tout à l'heure, le transport. On subit les frettes. Et là, personne n'intervient. Et c'est un sujet presque tabou en Polynésie. Quand on commence à parler des frettes, de la TDL, tout ça, oh, surtout pas. Alors la TDL, c'est une taxe développement local qui a un impact inflationniste au niveau de la consommation, mais qui a été mise en place pour, soi-disant, créer de l'emploi et sauvegarder l'emploi. Pour le moment, c'est ça. Mais effectivement, au niveau je dirais similitude, pour moi, le premier point, c'est ça, c'est le coût de la vie, le droit. Parce que à l'heure actuelle, nous sommes toujours français. Et c'est la loi française. Ici, par exemple, nous, on n'a pas de code de la consommation. On marche avec le droit de la consommation, mais on n'a pas de code de la consommation. On est encore unis. Vous avez en Nouvelle-Calédonie l'autorité de la concurrence. Nous aussi, nous avons l'autorité de la concurrence. On a des choses comme ça qu'il faut quand même qu'on puisse travailler, parce que je pense que les deux autorités se sont réunies, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Parce que même ici, les patrons, les entreprises ne savent pas qu'est-ce que c'est la concurrence. Et on a des journées, et les patrons viennent se faire expliquer, ils viennent même en compagnie des avocats, parce qu'ils ne savent pas comment ça se constitue. Ici, je vous donne un exemple. J'ai présenté une saisie à l'autorité de la concurrence polynésienne concernant la téléphonie mobile. On a dit qu'il fait payer la fibre alors qu'il ne sert à rien. 3542 par mois pour un téléphone dont il y a la fibre qui a coûté très cher. Et ça fait 2 ans, je n'ai toujours pas de réponse. Alors je relance, on me dit, rien ne vous empêche de saisir le tribunal. Mais pourquoi alors instaurer des situations, enfin, pourquoi une autorité de la concurrence? Vous avez les mêmes en Nouvelle-Calédonie. Et là, ils essaient de travailler en partenariat. Mais effectivement, ça, c'est l'autre côté de la barrière. Mais ceux qui défendent le coût de la vie et tout ça, c'est nous. Et vous l'avez mis en évidence. Alors là, moi, ce que je dis, les frettes, il faut en parler des frettes. Parce qu'on subit les frettes et personne n'en parle. Les transports maritimes, pendant le Covid, ils ont mis plein les poches. Personne n'en parle. Il y a même en France, ils ont fait des cadeaux à droite, à gauche. Et nous, ici, en Calédonie, comment ça se passe, je ne sais pas. C'est pour ça que je me permets de prendre la parole, parce que je pense du coût de la vie, pour moi, c'est important. Et je pense que vous avez aussi en Nouvelle-Calédonie, l'avantage que vous avez, c'est que le code de procédure civile, vous êtes à l'aise, nous, on n'est pas encore. On est en train de s'acheminer pour la mise à jour. Et on a pas mal de choses, mais sinon, ça va. Et par contre, par exemple, au niveau de la production ici, nous, on sait pertinemment, la Polynésie sait combien ils consomment. C'est ce qui nous permet de freiner les importations. Ici, c'est la conférence agricole, après avis de ceux qui s'occupent des FARPou, c'est eux qui déterminent si on ouvre l'importation ou on ferme, uniquement concernant les fruits et légumes. Et à l'heure actuelle où je parle, on peut savoir, nous, combien on va récolter le mois prochain, et ainsi de suite. Ce qui nous permet d'ouvrir des quotas à l'importation en matière de fruits et légumes. Le reste, c'est autre chose, hein, parce qu'on a d'autres commissions qui s'occupent de ça. Mais voilà, par exemple, je ne sais pas si en Nouvelle-Calédonie vous fonctionnez comme ça, mais il serait intéressant de faire des échanges. Alors, autre chose, peut-être que personne n'a oublié ici, mais je me souviens, c'est du temps de Dewey Gorodé, paix à son âme. Ils sont venus ici avec une délégation, parce que vous étiez à l'époque, il n'y avait pas la TVA qui était impliquée en Nouvelle-Calédonie. Corrigez-moi, M. Gallon, si je me trompe. Ils sont venus ici essayer de se renseigner comment on appliquait la TVA en Nouvelle-Calédonie. On a eu des échanges comme ça par le passé, sans pour autant écrire sur une convention ou quoi. Mais entre CESEC, on a eu toujours des échanges entre CESEC, Wallis, la Nouvelle-Calédonie. Voilà, j'en ai parlé encore hier, mais c'était des relations qui étaient
souvent, tous les ans à peu près. Ça s'est passé comme ça. Et moi, j'étais agréablement surpris de vous voir arriver hier. C'est la première fois que j'ai affaire avec des politiques. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Maca. Vous avez... D'accord. Madame la Présidente, parce que la question de M. Porlier concernait la cherté de la vie, c'est un sujet que M. Folito reprend. J'ai oublié d'évoquer, mais chez nous, la cherté de vie, c'est pas compliqué l'histoire, c'est comment on arrive à conjuguer la protection de l'industrie locale avec l'importation massive à l'extérieur. C'est un curseur qui est difficile. Chez nous, nous avons des protections de marché, des mesures stop, donc on interdit l'importation de produits de l'extérieur pour favoriser l'emploi local. L'emploi local chez nous, vous le savez, c'est lié à la citoyenneté, c'est dans la Constitution française, etc. etc. Donc c'est cet équilibre fragile qu'il faut arriver à déterminer. Je vais vous donner un exemple simple. On en a discuté quand on est arrivé cette semaine. Samedi, on va à Carrefour et on va regarder dans le rayon viande, on regarde l'agneau. Vous n'avez pas d'agneau chez vous? Nous non plus. Ah, 1% de la consommation calédonienne. L'agneau en Polynésie française est moins cher qu'en Nouvelle-Calédonie. Mais c'est plus loin, la Polynésie française, que la Nouvelle-Calédonie. Alors pourquoi? La question, elle est simple. Ben, nous, on a du bétail chez nous, et en abondance. Donc, pour protéger les éleveurs, toute la viande qui entre dans le pays passe par l'OCEF. Peut-être que vous avez le cousin de l'OCEF qui est ici. Toutes les viandes transformées, ça peut passer ailleurs. La viande locale. Du coup, ben, on favorise d'abord la production locale et puis on importe pour venir compléter. C'est ça qui se passe. Maintenant, si on met l'agneau au prix que je vois ici en Polynésie française, à 1000 balles, 1500 balles, vous pouvez bouffer un bon gigot d'agneau, alors que chez nous, c'est le double, c'est le triple. Si on fait ça, ben, les gens vont déporter leur consommation vers l'agneau. Et du coup, la consommation locale de bœuf, elle va diminuer, etc., etc., etc. Donc c'est un exemple très concret. Donc c'est-à-dire pour protéger les 1% de ceux qui fabriquent qui élèvent du mouton chez nous, et puis les éleveurs qui sont là et qui sont aussi comme dans des considérations, mais ça on aura le temps d'en discuter, de protection, et ben c'est l'ensemble de la population calédonienne qui en pâtit. Et qui, au lieu de manger de la viande de l'agneau, ben, se tape le poulet chloré du Brésil ou de l'Ukraine ou que c'est le pays. On est à des niveaux d'aberration de ce type-là. Comment on agit? Si on fait ça, les éleveurs, ils sont plus en train d'occuper leur poste. Ben après, ils quittent de la brousse, ils viennent dans Nouméa. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Non, il y a une notion de rééquilibrage. Donc vous voyez, c'est multiparamètres. Là, je vous donne juste un exemple, mais vous pouvez le faire surtout. Sur le chocolat, il y a un débat chez nous. Dès que quelqu'un qui veut faire des huîtres ou je ne sais quoi, il va à la DAE, il dépose une demande de protection de marché. Et donc, ça paralyse toute l'architecture, à la fois fiscale et douanière, ce qui complexifie. Maintenant, pour terminer, comment on est capable de porter ces choses-là face à l'État? Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais les grands groupes de distribution qu'il y a chez nous, ils sont implantés dans le pays, ils sont implantés à Singapour, ils sont implantés en Australie, en France, etc. Et les prix font qu'augmenter, parce que je pense que les intermédiaires sont de plus en plus nombreux. Donc, quelles que soient les mesures que vous légiférez dans le pays, c'est pas grave, la marge, elle est faite ailleurs. Est-ce que nous, on est capable d'aller légiférer à Singapour? Ah non. Cette compétence-là ne nous permet pas de faire ça. Il n'y a que l'État qui est capable de passer des accords commerciaux avec les uns et les autres pour pouvoir justement aller chercher ça. Pareil pour les entreprises calédoniennes. Nous, on n'a pas cette compétence-là. Au-delà de ça, la France est selon moi une et indivisible. Sur le territoire de Wallis et Futuna, il y a eu un sujet sur l'énergie, péréquation sur le territoire de Wallis et Futuna. Nous, on n'a pas ça chez nous. Donc, est-ce que la France est capable d'apporter des solutions concernant la cherté de la vie? C'est une vraie problématique. Ben, si on va chacun de notre côté pour dire, ben oui, ben, c'est cher la vie, si on va tous les trois,
peut-être à tambouriner, peut-être qu'il nous écoutera, et peut-être que ça l'intéresserait, la France, d'apporter des solutions uniques dans la collectivité de l'océan Pacifique, que sais-je. Mais disons qu'il y a des choses qu'on est capable de mutualiser les uns et les autres, puisqu'on n'est pas capable de faire, peut-être d'aller porter ensemble devant l'État français. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être essayer. Voilà, sur la cherté de la vie, après on pourrait en débattre, on pourrait faire une session particulière, il y a tellement de sujets sur ce sujet lui-même, quoi. Mais déjà, nous, en venant de Calédonie, on ne connaît même pas votre architecture fiscale et douanière. En tant qu'élus, même avec nos collègues, nos homologues polynésiens, c'est incroyable. Eux, ils ne connaissent pas aussi la nôtre. Déjà, apprenons à nous connaître déjà, et puis comparer, puis regarder s'il n'y a pas des solutions mutualisables, quoi. C'est ça qui est intéressant dans le projet qui vous est présenté là. Madame la Présidente, j'en ai trop dit. Je m'arrête là sur la cherté de la vie. Merci bien. Je donne la parole à Monsieur Jeff. Merci Madame la Présidente. Jean-François Benhamza, je représente le CIPOF. Alors le CIPOF, c'est quoi? C'est le syndicat des industriels de Polynésie française. On est parfaitement dans ce que vous venez d'évoquer, monsieur, à savoir, nous avons ce qu'on appelle une taxe de développement local, la TDL, qui fait aussi débat, puisque pour avoir des entreprises qui peuvent fonctionner ici et une industrie qui peut fonctionner ici, créer de l'emploi, eh bien, on est obligé aussi de mettre des taxes sur les produits équivalents qui sont importés. Sauf que c'est jamais remis en question dans le sens où il y a des choses qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, mais on veut toucher à rien et donc du coup, elle devient improductive. Et du coup, on est face à un autre problème, c'est qu'on veut parler d'autonomie alimentaire, mais à côté, on veut taxer des industriels. Donc comment on fait? Voilà, on est dans un système un peu ubuesque. Et lorsque vous nous avez fait cette présentation très intéressante, à savoir mettre en avant le fait que l'on a des problématiques communes, qu'on recherche des solutions ensemble, qu'on est des frères de territoire, ça m'a rappelé des choses que j'ai entendues quand j'étais beaucoup plus jeune. L'Europe. L'Europe est rentrée par cette porte. Aujourd'hui, c'est quoi l'Europe? C'est un calvaire. C'est un calvaire. Regardez nos agriculteurs en danger de mort. Tous. Ce ne sont que des bureaucrates non élus qui ont pris le pouvoir et qui sont en train d'étouffer tous les pays les uns derrière les autres. Alors, si je me permets de vous dire ça, c'est juste pour vous mettre en garde. Au moment de l'Europe, il y a une chose qui devait être faite et qui n'a pas été faite. On n'a pas écouté le peuple. Je vous rappelle qu'un référendum a été fait en France sur l'Europe. Les Français ont répondu non à l'Europe. Et les politiques, de tous bords confondus, en ont eu rien à faire et ils ont imposé l'Europe. Et aujourd'hui, c'est une implosion à laquelle nous allons assister. Alors, oui pour votre démarche, mais s'il vous plaît, ne recréez pas ce genre de monstre. Parce que ce serait la fin pour tout le monde. Merci. Merci. Vous avez une réponse? Sinon, je passe. Pas de parlement océanien en vue. Il y en a qui en rêvent. Pour l'instant, non. Merci. Je donne la parole à Marguerite. Mes frères, Kiorana, la langue des Tuamotu dont je suis originaire. Yaurana. Et bonjour. L'union fait la force. Oui, c'est une bonne idée. Tout a été dit. Mais une chose que nous tous, quel que soit le peuple, ne doivent pas oublier, nous sommes des êtres humains, pas des machines. Et de plus en plus, nous allons vers là. Oui, nous devons travailler ensemble. Et j'aime bien quand vous mettez l'organisation francophone de l'Océanie. Nous avons besoin les uns des autres sur la planète. Et la seule planète que nous avons. Mais nous devons tout faire. Je ne dirais pas le mot nous battre. Il y a déjà trop de guerres. Pour que les êtres humains, cette terre qui leur a été donnée, pour qu'ils puissent vivre en harmonie, si possible. Bien sûr, je ne veux pas rêver non plus. Hein. Ce n'est pas le monde de bisounours. Les êtres humains n'ont jamais été ça
depuis sa création. Mais nous regardons et nous faisons face à beaucoup de difficultés, chacun dans nos coins. Oui, nous collaborons. Oui, l'État français doit nous écouter. Nous sommes un peuple différent. Nos ancêtres ont navigué sur des pirogues. Nous sommes différents. Mais aujourd'hui, nous sommes tous des sangs mêlés. Nous sommes des êtres humains. Travaillons ensemble, mais il disait, c'est très important pour moi, ce que Penemza a dit, ne reproduisons pas. Mais je penserais quand même que l'Europe, si certaines personnes, certains ex-présidents ont réfléchi ensemble, ils se tapaient aussi dessus à tous les niveaux. Et alors, séparés, je veux dire. Mais maintenant, ils se sont mis ensemble. Mais on voit quand même ce qui se passe au niveau de l'Europe, avec les agriculteurs, qui ont quand même bénéficié de beaucoup d'aides de la France et de l'Union européenne, qui demandaient un peu trop certains moments. Mais aujourd'hui, nous sommes à la merci du Mercosur, à la merci du Sud, à la merci de tout ça. Et pour nous, je reviendrai en Océanie. Travaillons ensemble pour pouvoir faire du bien à nous, à notre peuple et au monde. Mais ceux du Nord doivent nous regarder. Nous n'avons pas la même façon de penser les choses. Quel que soit le temps, nous sommes au XXIe siècle, mais nous portons au plus profond de notre sang ce qu'ont été nos ancêtres. Et nous devons parler à notre peuple de regarder en face, pas de regarder que la Mercedes ou la Porsche qui passe, et la grosse 4x4, la plus haute. La terre, un jour, elle nous recrachera, elle nous crachera, et on n'aura plus rien. Aidons-nous, entre nous, et ça s'arrête là. Maruru et Maruru. Merci bien, mesdames et messieurs les conseillers. Messieurs, nous intervenons, merci beaucoup, votre chauffeur est là. Il nous faut les laisser partir maintenant. Encore une fois, merci aux intervenants pour votre présentation. Et merci à tout le monde pour les questions que vous avez posées.